Un influenceur taïwanais de 31 ans a été retrouvé mort dans une baignoire d'hôtel à Kuala Lumpur. Au départ, cela semblait être une mort subite, mais les autorités parlent désormais d'une enquête pour meurtre. Qui était avec elle? Que s'est-il vraiment passé? Et quel rôle sa vie en ligne controversée a-t-elle pu jouer? Nous allons explorer les rebondissements, indices et questions traitées rapidement par les enquêteurs. Nous allons tout analyser avec un ex-agent du FBI. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law on Crime. Je suis Jesse Weber. Si vous nous suivez sur Sidebar ou Law and Crime, vous savez que nous couvrons de nombreuses histoires. Un mystère à l'étranger fait la une des journaux en Asie et attire aussi l'attention ici. Tout débute dans une chambre d'hôtel en Malaisie. Nous parlons d'une influenceuse taïwanaise de 31 ans connue, oui, pour ses publications très audacieuses et provocantes, qui a été retrouvée morte dans une baignoire. Au début, la police a qualifié cela de mort subite. Cela a rapidement changé car les enquêteurs affirment maintenant qu'il ne s'agit plus d'une mort naturelle ou d'un accident. Il s'agit d'une enquête pour meurtre. Iris Shea, infirmière devenue mannequin, s'est forgée une grande communauté en ligne et n'avait pas peur de la controverse. Que s'est-il passé lors de ces dernières heures dans cette chambre d'hôtel et avec qui était-elle à sa mort? Cela a transformé une histoire de célébrité sur Internet en quelque chose de bien plus sinistre. Voici l'affaire. Cela semble complexe, hein, mais c'est glaçant. Iris, de son vrai nom Shi Yusin, 31 ans, venait de Taïwan. Elle s'est fait un nom en ligne en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pas seulement une influenceuse. Elle était connue pour repousser les limites. D'accord, elle avait rassemblé un immense public en ligne. On parle de plus de 547 000 abonnés sur Instagram, des dizaines de milliers d'autres sur Facebook, TikTok et X. Elle s'est en fait remarquer pour des cascades qui allaient bien au-delà du comportement habituel des influenceurs. Bien que maintenant que j'y pense, ce n'est pas en dehors du domaine de ce que font les influenceurs. Mais disons, par exemple, en 2022, elle a posé dans un soutien-gorge en dentelle transparente devant le Louvre à Paris, affirmant que c'était sa première visite au musée. Et apparemment, la police locale lui a demandé de partir. À Taïwan, elle a fait sensation en enlevant sa culotte alors qu'elle était assise sur un lit dans un magasin IKEA utilisant le sous-vêtement pour attacher ses cheveux en queue de cheval. Mais maintenant, avançons rapidement jusqu'en octobre 2025. Iris se rend à Kuala Lumpur, en Malaisie, prévoyant d'y rester du 20 au 24 octobre. Donc juste un court séjour. Elle s'enregistre dans un hôtel sur Jalan Conley, une rue centrale. Point important. Elle aurait séjourné dans cet hôtel avec le rappeur malaisien Nam Wee, dont le vrai nom est Wee Meng Chi. Nam Wee est aujourd'hui connu localement et régionalement, et il n'est pas étranger à la controverse. Il est connu pour sa musique rap satirique et provocatrice. Elle traite de sujets tabous, de la religion à la censure et aux politiques chinoises. En fait, il a été arrêté en 2016 pour avoir prétendument insulté l'islam. 2021, sa chanson Fragile, elle se moquait du nationalisme chinois. Elle traitait de sujets sensibles comme la souveraineté de Taïwan et la persécution des Ouïghours. Sa musique a été virale ou interdite selon la région. Revenons au 22 octobre, il est 13h40, heure locale, et les choses prennent une tournure dramatique et tragique. Pour le pire, car c'est à ce moment-là que le personnel de l'hôtel a trouvé Iris inconsciente dans la baignoire. Au départ, les autorités ont classé cela, comme je l'ai mentionné, comme une mort subite, mais les choses ont rapidement changé. La police malaisienne examine de plus près les circonstances ici. Et bientôt, cette affaire a été requalifiée en enquête pour meurtre en vertu de la section 302 du Code pénal local. Alors, qu'est-ce qui a rendu les enquêteurs suspicieux? Pour commencer, Namui, vu pour la dernière fois avec elle, était apparemment présent dans la chambre d'hôtel ce jour-là. Il a été arrêté ce jour-là pour possession et usage présumé de drogue. La police a trouvé de l'ecstasy contenant plusieurs substances lors des tests. On parle d'amphétamine, de méthamphétamine, de kétamine, de tétrahydrocannabinol. Il a été libéré sous caution après avoir plaidé non coupable le 24 octobre. Non, Wai a nié avoir pris des drogues concernant la mort d'Iris. Et en fait, il a publié publiquement sur Instagram en disant, je cite, qu'il se sentait profondément désolé de sa mort, de son décès, affirmant que la vérité apparaîtrait avec la publication du rapport de police. Pendant ce temps, la police de Kuala Lumpur mène une enquête approfondie. Ils ont apparemment retracé chaque mouvement d'Iris et apparemment de Namui. Ils examinent les images de vidéosurveillance, les registres de l'hôtel, les déclarations du personnel de l'hôtel, du personnel de sécurité, des opérateurs de transport, du personnel de l'aéroport, afin de comprendre exactement ce qui s'est passé dans les heures précédant sa mort. Et les résultats de l'autopsie et de la toxicologie sont toujours en attente.
Donc la cause exacte du décès n'a pas encore été rendue publique. La police malaisienne a déclaré que l'enquête examine chaque détail des déplacements d'Iris et de Naïm Weu dans les heures précédant sa mort. Et bien que Naïm Weu n'ait pas été officiellement désigné comme suspect dans cette affaire, selon le New Straits Times, la police l'a classé comme une personne d'intérêt. Il décide s'il doit être considéré comme suspect selon les preuves recueillies. Il faut aussi noter que la mort d'Iris s'inscrit dans un contexte plus large de sa vie et de sa personnalité en ligne. Nous ne disons pas que ses actions en ligne ont causé sa mort, mais on ne peut pas l'ignorer, n'est-ce pas? Elle était cette infirmière devenue influenceuse qui utilisait des plateformes comme Instagram, Facebook et TikTok pour se mettre beaucoup en avant. Un mélange de mannequinat, de contenu provocateur et de cascades controversées attirant l'attention par son audace. L'enquête de l'hôtel et sa personnalité publique ont rendu cette histoire très suivie et commentée en ligne. Mais au fond, les autorités se concentrent sur la découverte de la vérité sur ce qui s'est passé et sur la détermination de l'existence ou non d'un acte criminel. Ainsi, Naham Weu demeure une personne d'intérêt dans l'enquête pour meurtre. Il n'est pas inculpé de meurtre ni d'accusation liée à sa mort pour l'instant. Très bien, j'aimerais en discuter. Permettez-moi d'accueillir Colin L. Schmidt, agent du FBI à la retraite, président et président-directeur général de Chronos Litigation Expert. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ravi de vous voir. Est-ce étrange lorsqu'une enquête commence d'une certaine manière, n'est-ce pas? Vous avez un décès qui, au départ, semble potentiellement accidentel, puis est considéré comme suspect, et maintenant classé comme un meurtre. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je veux dire, c'est un bon travail de police. Je pense qu'ils ont examiné la situation, ils n'ont pas accepté la première hypothèse qui leur a été présentée, ils ont commencé à poser des questions, à creuser un peu plus, et puis ils ont découvert qu'il y avait des activités suspectes qui l'entouraient en ce qui concerne la dernière personne qui était là avec elle. Donc, il me semble que les autorités là-bas, franchement, font leur travail. Quelqu'un est retrouvé mort dans une baignoire. Est-ce que cela vous alerte immédiatement? Eh bien, absolument, surtout quand on considère l'âge de la personne. Si c'était quelqu'un de 85 ou 86 ans avec des comorbidités et plusieurs autres problèmes de santé, oui, mais là, il s'agit d'un jeune influenceur TikTok en bonne santé. Et il ne semble y avoir aucune raison pour laquelle elle se trouverait dans cette baignoire, ni pourquoi elle serait décédée. Et c'est différent de quelqu'un qu'on retrouve chez lui, n'est-ce pas, Sazek? Même en excluant un immeuble d'appartement, s'ils sont retrouvés chez eux comme une maison ou une résidence. Parce que si on vous retrouve dans un hôtel, c'est différent, n'est-ce pas, Faliba? Quelqu'un qu'on retrouve mort dans un hôtel, comment cet hôtel intervient-il dans une enquête de ce genre? J'ai dit qu'on examine les enregistrements et qu'on discute peut-être avec le personnel. Qu'attendez-vous d'eux? Eh bien, la première chose, c'est que quelqu'un qui meurt dans un hôtel, surtout s'il est jeune, on va commencer par éliminer les causes évidentes. Est-ce un suicide? Est-ce une overdose? Enfin, la dernière option serait un acte criminel. Dans ce cas, ils iront parler au personnel de l'hôtel et récupéreront toutes les vidéos. Encore une fois, tout tourne autour de la vidéo. Nous vivons sous surveillance. Et ils vont reconstituer une chronologie pour savoir quand elle est entrée là-bas et avec qui elle était, afin d'obtenir le contexte de sa mort. Eh bien, tout d'abord, pourquoi pensez-vous qu'ils classent cela comme une enquête pour meurtre en ce moment? Ils ont dû trouver quelque chose qui l'indique. Commençons d'abord par là. Ensuite, je voudrais vous demander, cela ne devrait-il pas être relativement simple, en supposant qu'il y ait des images de surveillance de qui entrait et sortait de cette pièce? D'abord, dites-moi pourquoi vous pensez qu'ils traitent cela comme une enquête pour meurtre. Eh bien, je crois que c'est en Malaisie que cela se passe. Si cela avait été aux États-Unis, ils ne l'auraient pas fait. Ils n'allaient pas le classer comme autre chose qu'un décès tant qu'ils n'avaient pas une certitude absolue. Parce qu'une fois que vous appelez ça comme ça, vous allez créer un buzz parmi les médias et ensuite, vous allez mettre la police dans une position où elle devra commencer à répondre à des questions. Mais dans le cas de la Malaisie, ce sont évidemment les autorités malaisiennes. Ils ont trouvé quelque chose qui les a amenés à croire qu'il s'agissait d'un meurtre, qu'elle a dit que quelqu'un d'autre lui avait ôté la vie. Et c'est pourquoi ils vont poursuivre l'enquête là-dessus. Et puis, bien sûr, exactement ce que vous avez dit. Et ils vont pouvoir obtenir cette vidéo et ils vont voir qui était là, qui est entré dans cette chambre et qui en est sorti. Mais nous supposons qu'il y a une vidéo qui couvre les entrées de cette chambre d'hôtel. Si vous avez aussi affaire à quelqu'un qui est une personnalité connue, comme si vous travailliez dans un hôtel, que vous soyez à la sécurité ou membre du personnel, vous voyez des gens entrer et sortir en permanence. Mais c'est une personnalité connue, c'est non? C'est une influenceuse. On peut se demander si elle n'avait pas plus de regard sur elle et si les gens ne faisaient pas plus attention à elle. Eh bien, absolument.
Donc, cela a évidemment créé un buzz médiatique et il y a beaucoup de pression sur les autorités. Et franchement, cela va créer un élan de soutien où les gens vont commencer à appeler et à dire « Hey, voici ce que je sais, voici qui je connais, voici avec qui elle était ». Donc, je suis confiant qu'ils vont pouvoir aller au fond de cette affaire grâce à sa notoriété et à qui elle est. Et ça, de nombreuses personnes voudront soutenir cette enquête. Tu penses que ça compte? Si quelqu'un est plus connu, que ça influence une enquête ou la rapidité avec laquelle on obtient des réponses? Malheureusement, oui, je veux dire, c'est la nature humaine ou le comportement humain. Tu sais, les gens sont attirés par le drame et ils veulent aussi aider. S'ils la soutiennent, ils veulent tout faire pour obtenir justice pour elle ou sa famille. L'idée d'elle, tu as mentionné la plateforme, sa présence sur les réseaux sociaux. J'ai mentionné combien d'abonnés elle a. Les enquêteurs regardent-ils cela? Est-ce qu'ils examinent ses anciennes publications? Est-ce qu'ils regardent les personnes qui la suivent? Je veux dire, à quel point examinent-ils vraiment cet aspect de sa vie? En effet, ce ne sont pas tant les abonnés, mais plutôt les messages privés et les réponses à ces vidéos qu'ils vont examiner. S'il y a une sorte de réponse négative ou une réponse menaçant de la violence envers elle, alors ils feront un suivi là-dessus, l'origine de cette menace, et ensuite, bien sûr, cela fait partie de l'enquête. Cependant, je pense que dans ce cas, en se basant sur la personne avec qui elle était en dernier, il semble que le coupable soit assez évident, pour ainsi dire. Nous ne le saurons qu'une fois leur enquête terminée. Je veux dire, c'est intéressant que tu l'aies mentionné, n'est-ce pas? Son nom, nous. Alors, il disait que c'est une personne d'intérêt, apparemment pas un suspect. Quelle est la différence? Pourquoi ne pas simplement le classer comme suspect dès le départ? Une fois classé comme suspect, ils devront l'arrêter pour être franc. Donc, si vous savez, c'est une personne d'intérêt. Et encore une fois, les forces de l'ordre américaines n'ont peut-être même pas fait cela en ce qui concerne la désignation des personnes. Ils attendent d'avoir tous les faits avant de le rendre public, car cela les met davantage sous pression. En tant que personne d'intérêt, cela implique une certaine implication de sa part. Soit il est témoin, soit il est témoin participant, soit il a participé à sa mort. Donc, dans ce cas, je pense qu'ils font simplement un suivi et qu'ils essaient d'être stratégiques concernant les informations qu'ils diffusent. Ils ont peut-être diffusé cela pour provoquer une réaction et obtenir plus d'informations du public. Comment la cause du décès nous affecte-t-elle? Elle n'a pas été rendue publique. Je crois que les résultats toxicologiques, les résultats de l'autopsie sont en attente. Comment cela nous affecte-t-il? C'est ça. Le témoin numéro 1 dans une enquête pour homicide est l'examen post-mortem du corps et la détermination de la cause du décès. Parce que dans une baignoire, elle aurait pu être placée dans la baignoire. Nous ignorons ce qui a été fait à son corps, s'il y a eu des coups, des piqûres ou une strangulation. C'est ce qui va les conduire puis au mobile selon la façon dont le meurtre s'est produit et à identifier le suspect à cause de l'acide désoxyribonucléique retrouvé sur le corps. Et les preuves numériques sont probablement très importantes ici. En dehors des images de vidéosurveillance dont nous avons parlé, j'y pensais. Bien sûr, si vous utilisez les réseaux sociaux ou votre téléphone d'une façon quelconque. Cela peut donner à quelqu'un une indication sur l'heure du décès. Cela peut donner à quelqu'un une indication sur une chronologie, en supposant que la victime utilise réellement son téléphone et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui utilise son téléphone. Dans quelle mesure cette preuve numérique sera-t-elle déterminante? Et encore une fois, c'est ça. Et les forces de l'ordre modernes aujourd'hui, c'est presque comme une empreinte digitale il y a, vous savez, 50 ans. En gros, ils vont récupérer son téléphone, y accéder, et ils vont voir la dernière fois qu'elle l'a utilisé. À son âge, elle est toujours sur son téléphone. Ils auront une excellente chronologie de son activité simplement grâce à l'usage de son téléphone. Il va pouvoir chercher autre personne de l'intérêt qu'ils vont aussi récupérer ces appareils numériques et découvrir ce qui se passait. Peut-être aussi comparer leur système de positionnement global ou vérifier combien de fois ils étaient ensemble lors des dernières 24, 48 ou 72 heures. Est-il compliqué de localiser quelqu'un à l'étranger dans une grande ville comme Kuala Lumpur? Que ce soit, vous savez, personnellement, je ne sais pas à quoi ressemblent les caméras de rue. Je ne sais pas si suivre les données des téléphones à l'international est difficile. Vous me le dites? Eh bien, dans ce cas, ils vont d'abord partir du téléphone, c'est-à-dire que les points de données système de positionnement global seront essentiellement sur le téléphone.
et ce sont aussi les signaux envoyés par les antennes relais, comme si elle utilisait Internet ou un satellite. Donc, le système de positionnement global sera sur le téléphone, va vraiment permettre de la localiser, pour ainsi dire, c'est son déplacement. La deuxième étape, c'est que Kuala Lumpur est une société de surveillance. Ils ont pas mal de caméras de surveillance dans le pays. Donc, je suis confiant qu'ils vont pouvoir essentiellement créer une chronologie visuelle d'elle pour les dernières 72 heures. Et de cette façon, ils vont pouvoir rassembler tous les éléments et ils vont pouvoir résoudre cette affaire. Comme tu l'as dit, obtenir des données réelles des compagnies de téléphone est plus facile dans certains pays, plus difficile dans d'autres. Mais Kuala Lumpur est une ville très avancée, sophistiquée économiquement. Donc, je suis convaincu que les compagnies de téléphone là-bas disposent de beaucoup de données qu'elles peuvent partager avec les forces de l'ordre. Oui, j'allais vous demander s'il y avait des difficultés en Malaisie concernant les enquêtes. Du point de vue des forces de l'ordre technologiques et juridiques, à votre connaissance, savez-vous s'il y a quelque chose dont nous devrions nous préoccuper à ce sujet? Je dirais que la seule comparaison concernerait essentiellement les droits du suspect. Je ne suis pas certain de leurs droits lors de l'interrogatoire d'un suspect. Évidemment, aux États-Unis, vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire et vous avez le droit à un avocat si vous invoquez ce droit. Mais là-bas, ce n'est peut-être pas ainsi. Les forces de l'ordre peuvent disposer de plus de moyens pour obtenir des informations. Contrairement aux États-Unis, où nous devons respecter une constitution. Je veux revenir à la chambre d'hôtel un instant, puisque c'est la scène du crime. Il y a sûrement de nombreuses réponses. Avec un peu de chance, il y a beaucoup de réponses là-bas. En plus, on parle des images de vidéosurveillance, des registres des clés de l'hôtel, peut-être même des relevés du service d'étage. D'un point de vue médico-légal, quels sont les tests médico-légaux effectués dans cette salle de bain, dans cette chambre d'hôtel? Eh bien, si Alatro a été poignardé ou s'il y a eu une sorte de lutte, il pourrait utiliser du luminol pour voir s'il y a des fluides corporels dans la salle de bain en dehors de ce qui se trouve sur le corps. Ils vont aussi prélever des échantillons dans la zone, là où un transfert d'acide désoxyribonucléique est probable. La technologie de l'acide désoxyribonucléique de contact a beaucoup évolué, permettant désormais d'obtenir de l'acide désoxyribonucléique à partir de la sueur. En gros, quand ils touchent une poignée de porte ou interagissent avec une surface dure, selon la compétence de leurs experts de la scène de crime, ils obtiendront de nombreuses informations ou des preuves provenant de cette scène de crime, là où elle a été retrouvée. Et pour revenir à Namewee, comme je l'ai mentionné plus tôt, il a été arrêté au départ. Possession, usage de drogue, ces accusations, ces allégations. Comment cela impacte-t-il l'enquête? Eh bien, je sais que dans ce pays, la possession de drogue est une infraction très, très grave. Il a déjà de nombreux problèmes avec cette accusation provisoire. Mais avec ces accusations, c'était en quelque sorte un prétexte pour eux, parce qu'il était apparemment un suspect ou en fait une personne d'intérêt. Cela leur permettait de l'interroger sur tout, puisqu'il était sous leur garde. Les accusations étaient donc simples. Ils l'ont ou l'avaient en garde à vue. Ils peuvent maintenant s'asseoir avec lui, poser des questions et découvrir ce qui s'est vraiment passé. Colin, que vas-tu surveiller ensuite dans cette affaire? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il y a certaines choses que nous savons, mais il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Qu'est-ce que tu vas surveiller ensuite? Eh bien, s'ils sont aussi directs en nommant des personnes ou en qualifiant cela de meurtre, ils vont probablement publier le rapport du médecin légiste. Je ne connais pas le niveau de sophistication, mais Kuala Lumpur est très avancé. Ce sera sûrement la prochaine chose que nous verrons. Est-ce que c'est la cause du décès et s'il y avait des drogues impliquées et quelles étaient ces drogues? Colin Schmidt, merci d'avoir pris le temps. J'apprécie. Merci. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment, ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou ailleurs. Suivez-moi toi aussi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À la prochaine.